L'exercice est roi, la nutrition est reine. Mettez-les ensemble et vous obtiendrez un royaume. Nouvelle petite citation en introduction de cette nouvelle vidéo. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le côté reine, sur le côté, donc, alimentation. Alors, quoi manger? Ça, c'est un débat et c'est toujours très compliqué. Un débat où il faut souvent très peu de choses pour faire exploser un petit peu la discussion. Alors, on va essayer de rester un petit peu tempéré. Moi, je vais parler de mon expérience, de ce que j'ai pu pratiquer, de ce que j'ai pu essayer tout au long de ma vie et notamment de ces dernières années. Je vais vous donner mon point de vue et après, vous en ferez ce que vous voulez, mais au moins vous aurez, alors oui, certes, encore une vision de plus, mais une vision que j'espère plutôt tempérée et plutôt assez simple à mettre en place, c'est surtout ça. Alors en fait, moi, pour commencer un petit peu cette vidéo, ce dont j'aimerais vous parler, et je vais me baser sur des faits, ça va être les zones bleues. Ce sont des zones sur Terre cartographiées où il y a le plus de centenaires par habitant. En fait, on en a différentes, on en a 5 qui sont catégorisées dans le monde. Donc on en a une au Japon, on en a une en Grèce, on en a une en Italie, on en a une en Amérique du Sud et on en a une aux États-Unis. Donc, ce sont des zones dans lesquelles il y a un nombre vraiment très élevé de centenaires et ces populations ont été observées et notamment au niveau de leur alimentation au quotidien. Et on a vu un petit peu des similitudes, on a vu des choses qui se dégageaient un petit peu de leur alimentation. Alors, il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans le fait de devenir centenaire, hein. C'est toujours pareil, mais l'alimentation fait quand même partie d'un des principes épigénétiques assez importants, même s'il y en a d'autres qui rentrent en compte. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation. Et donc, ce qu'on a pu remarquer un petit peu dans ces zones bleues, alors en fonction des régions, donc je vous dis, il y en a une au Japon, une en Italie, une en Grèce, une aux États-Unis, une en Amérique du Sud. Donc, à des endroits plutôt divers dans le monde et éloignés, mais il y a quand même des grandes similitudes. Alors moi, je vais me baser un petit peu sur la pyramide, parce on va parler de pyramide alimentaire, et je vais me baser sur la pyramide alimentaire d'Okinawa, donc qui fait partie d'une des 5 zones bleues dans le monde. Alors, pour le côté alimentaire, c'est toujours un petit peu compliqué. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de régimes alimentaires. Le régime cétogène, le régime Dukan, le régime vegan, le régime végétarien, le régime pesco-végétarien. Je vous laisse continuer cette liste, elle est longue. On en entend tellement qu'on s'y perd un petit peu. Moi, j'aimerais revenir à des principes assez simples. Je me suis beaucoup compliqué la vie concernant l'alimentation un petit peu tout au long de ma vie. Pour petit rappel, pour ceux qui découvrent peut-être ces vidéos, j'ai une maladie que j'ai déclarée à l'âge de 2 ans, qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans. Donc pendant 16 ans de ma vie, pendant ma jeunesse, j'ai été malade. J'ai une maladie rénale qui m'a obligé à prendre une forte dose de cortisone. Et ce qui a impacté mon régime alimentaire, j'étais obligé de suivre un certain protocole alimentaire pour éviter trop de désagréments déjà présents rien qu'à la prise de haute dose de cortisone. J'ai été habitué très tôt à faire attention à mon alimentation. Alors en tant que jeune enfant, puis ado, puis jeune adulte, c'est un petit peu contraignant, mais avec le recul que j'ai, avec l'expérience que j'ai pu avoir par rapport à ça, j'ai essayé d'en ressortir la meilleure chose possible. C'est toujours pareil, d'éventuelles déceptions, d'éventuelles douleurs, d'éventuels sacrifices ou X problèmes qu'on peut avoir dans notre vie. Alors, on peut se lamenter, on peut être triste, on peut avoir des émotions plutôt à tendance négative pendant un certain temps. Mais moi, j'ai plutôt cette tendance à me dire au bout d'un moment, ok, c'est négatif, on broie du noir, c'est dur. Et voilà, on est tous passés par là. Mais qu'est-ce que je peux en tirer de ça? Est-ce que je peux quand même essayer d'en tirer une force? Est-ce que je peux essayer d'en tirer du positif? Et ben moi, c'est à ça que j'essaie de me rattacher d'une certaine manière, de me dire, ok, ça a été dur, ça a été contraignant, etc. Le régime alimentaire étant petit, mais ça m'a sensibilisé très tôt à l'alimentation. Et maintenant, je trouve qu'avec le recul que j'ai et d'adulte un peu plus mature, etc.,
et ben au final, je suis content maintenant d'avoir été confronté à ce phénomène très tôt, et je trouve que ça a été plutôt une force maintenant, et c'est quelque chose qui me suit, et c'est des souvenirs que je garde ancrés en moi pour toujours avoir un petit peu une sorte de piqûre de rappel lors d'éventuelles dérives, etc. Et après, voilà, c'est un peu mon tempérament. J'aime bien expérimenter. J'ai expérimenté beaucoup de choses au niveau alimentaire, végétarien, puis j'ai été vegan pendant un certain temps. Puis j'ai même poussé jusqu'à ne manger que des liquides pendant plusieurs mois, pendant 4-5 mois, j'ai une alimentation exclusivement liquide. Certains pourront se dire, et je le reconnais, on se perd un petit peu dans des dérives, dans des choses à droite, à gauche, dans certains extrêmes, etc. Et pour maintenant, je suis un peu à même de pouvoir donner un certain avis. Alors ça reste personnel, c'est mon avis, on y adhère plus ou moins en fonction de ses sensibilités. En tout cas, je vais me permettre de vous transmettre mon avis à ce niveau-là. Et moi, maintenant, je suis plus revenu à une alimentation assez traditionnelle. Donc maintenant, je remange du poisson, je remange de la viande, plutôt en faible quantité, tout du moins j'essaye au maximum. Justement, j'essaie de me baser sur cette fameuse pyramide alimentaire que je vais développer un petit peu plus tard dans la vidéo. J'essaie de revenir dans quelque chose de plus classique, on va dire, loin de tout régime particulier. J'essaie de me baser sur des principes assez simples, de manger des aliments de saison, parce que les aliments de saison, la nature, je pense, est très bien faite, et chaque aliment, en fonction de la saison, a des spécificités propres à cette saison et va apporter à notre organisme des nutriments, des vitamines, des minéraux nécessaires à la saison. Tout simplement, moi maintenant, je me base là-dessus. J'estime que la nature est très intelligente, et si elle a décidé de faire pousser tel aliment dans ma région à cette saison-là, c'est peut-être que c'est nécessaire à mon bien-être, à ma santé. Déjà, une première chose, je pratique aussi le jeûne intermittent avec 1 ou 2 repas par jour. Je bois assez régulièrement tout au long de la journée, entre les repas, de l'eau. Quand je dis boire, ce n'est pas des sodas, ce n'est pas des jus, même si on peut en boire un petit peu, mais ça ne doit pas rentrer dans le fait de boire. Moi, en tant qu'homme, j'estime que je peux boire 2 litres et demi, 3 litres d'eau par jour. En plus, je suis plutôt un grand gabarit, je fais plus d'1,80 m. En buvant entre 2 litres et demi à 3 litres d'eau par jour, j'estime être bien hydraté à ce niveau-là. Et en fonction des gabarits, en fonction des sensibilités de chacun, il y en a qui boiront un petit peu moins. Les femmes, généralement, boivent un petit peu moins, entre 1 litre et demi, 2 litres, voire 2 litres et demi pour celles qui boivent le plus. Mais déjà, aux alentours des 2 litres, c'est bien. Et pour les hommes, entre 2 litres et demi et 3 litres. Les différences de morphologie, de taille, de gabarit, on dit qu'on peut boire un petit peu plus pour les hommes, tout simplement. Des principes assez simples, assez classiques déjà au niveau de l'alimentation. Si on rentre un petit peu plus dans le détail au niveau de cette pyramide alimentaire, moi je vous mettrai en lien dans la vidéo, en description de la vidéo, un type de pyramide alimentaire. Vous pourrez en retrouver plusieurs. Mais moi, j'ai décidé de prendre la pyramide alimentaire d'Okinawa. J'y adhère bien, je trouve que leur principe est simple, c'est assez facile à mettre en place. Et pour moi, en tout cas, de mon point de vue, de mon expérience, je la trouve tout à fait logique. Mais toutes les pyramides, voilà, des 5 zones bleues se ressemblent majoritairement. Et c'est assez proche, pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, du régime qu'on va dire méditerranéen. C'est aussi un régime qui est plutôt plébiscité, même si pour moi le type régime a un petit peu une certaine connotation de privation et de restriction. Moi, je préfère parler d'habitude alimentaire. Cette notion de régime, on va dire, je fais un régime parce que je veux perdre tant de kilos, parce que c'est l'été qui arrive et je veux rentrer dans le maillot, un événement, un mariage, etc. Je veux rentrer dans la robe que je me suis achetée ou dans une robe que j'aime bien alors que j'ai pris un petit peu de kilos, ou dans le costume que j'ai acheté, etc. Que ce soit un homme, une femme, peu importe. Je n'aime pas trop cette notion de régime. Je préfère, moi, avoir des habitudes alimentaires qui me conviennent, et c'est ça que je vais vous conseiller, de trouver des habitudes alimentaires qui vous conviennent et que vous n'ayez pas la notion de privation ou cette sensation de régime, de devoir faire attention. Je n'adhère pas du tout au principe de peser ses aliments. J'y adhère pas. J'ai jamais fait et j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je mange en fonction de mon ressenti, en fonction de ma sensation de satiété. C'est aussi ça, le but d'apprendre à vous connaître,
de savoir un petit peu en fonction du moment, en fonction de votre énergie, en fonction de vos sensations, manger plus ou moins en fonction de votre dépense énergétique, etc., de votre activité. Moi, en tout cas, je rentre pas et j'adhère pas au principe de peser mes aliments. C'est mon point de vue. Si vous voulez le faire, faites-le. Je préfère faire à mon ressenti et à mes sensations. Alors après, faut-il être encore plus ou moins équilibré à certains niveaux, au niveau digestif, au niveau émotionnel, à différents niveaux, pour faciliter un petit peu les choses. Mais bon, après, ça, c'est propre à chacun. Moi, je sais qu'à ce niveau-là, je m'auto-gère plutôt bien maintenant, ce qui, je pense aussi, me facilite un petit peu la tâche à un certain niveau. Alors, cette fameuse pyramide alimentaire d'Okinawa, quelle est la base? Eh ben, la base, c'est la boisson, tout simplement. Le fait de, comme je le dis, je le répète, de s'hydrater tout au long de la journée, de boire régulièrement une certaine quantité d'eau, 2,5 litres, 3 litres pour les hommes, entre 2 et 2,5 litres pour une femme, et tout dépendra aussi de la physiologie et du gabarit de chacun. On est sur des moyennes. À vous de trouver ce qui vous correspond le mieux. Deuxième, on monte dans la pyramide, ce sont les fruits et légumes. Très important, les fruits et légumes dans notre alimentation. On va tirer les vitamines, on va tirer aussi une certaine source d'hydratation par le biais des légumes et des fruits qui sont riches en eau. Donc, c'est aussi une manière de s'hydrater. On va tirer beaucoup de nutriments, on va tirer les fibres des fruits et légumes qui sont essentiels pour aider à l'avancée de notre bol alimentaire tout au long du tube digestif, notamment de l'intestin grêle et du côlon, qui fonctionne par péristaltisme, comme un gros serpent qui se contracte tout du long et qui fait avancer le bol alimentaire. Et on a besoin de fibres, ce qui aide aussi à nourrir d'une certaine manière notre flore bactérienne, nos bactéries qui ont besoin un petit peu de fibres. Alors, on n'est pas des herbivores où on va tirer beaucoup de choses des fibres, notamment la cellulose, etc., qui est un des constituants des fibres. Mais nous, on n'est pas des herbivores purs comme les chevaux ou d'autres. On a quand même besoin de fibres dans notre alimentation pour aider notre transit et pour aider à la formation aussi des selles, etc. Plus il y a de fibres, moins nos selles seront dures, plus elles seront molles, plus elles seront faciles à évacuer, tout simplement. L'importance des fruits et légumes, pour ceux qui seraient aussi dans l'optique de perdre du poids, l'objectif de régime, de manger des fruits et légumes, ça fait du volume, mais ça fait très peu de calories. Et même si certains diront oui, mais les fruits, il y a du sucre, etc. Et dans certains légumes aussi, il y a du sucre. Alors oui, il y a du sucre, certes, mais c'est du fructose majoritairement. Et le fructose, le corps le connaît très bien. Ça fait des milliers d'années qu'il est habitué à le digérer. C'est des chaînes de sucre plutôt simples, peu complexes à digérer. Et c'est surtout, le corps le connaît depuis des milliers d'années, depuis que l'homme est devenu Homo sapiens, puis Homo sapiens sapiens, qui est la version de l'homme que nous sommes actuellement, l'homme évolué. Donc, on est doublement évolué, contrairement au fameux sucre raffiné, notre fameux saccharose, notre fameux fructose glucose, qui est présent dans beaucoup d'aliments transformés et ultra transformés, dans les jus de fruits industriels, dans les sodas, etc., et qui, lui, est tellement concentré et beaucoup trop riche qu'un indice glycémique élevé, donc un pic glycémique, et demande au pancréas beaucoup d'insuline pour le digérer. Et comme j'en ai parlé dans la vidéo sur le jeûne, un indice glycémique trop élevé pour un aliment n'est pas forcément bon, en tout cas, est beaucoup maintenant pointé du doigt dans de nombreuses pathologies ou risques de pathologies, terrain favorisant certaines pathologies. Donc attention à l'indice glycémique trop élevé des aliments. Et je mettrai aussi en lien de la vidéo des tableaux. Vous verrez, mais vous pouvez aussi mettre indice glycémique tableau dans Google tout simplement et vous verrez les aliments, vous verrez une liste d'aliments avec un indice glycémique. Plus cet indice glycémique est proche de 100, plus il faudra d'insuline pour le digérer, plus ça veut dire qu'il a un indice glycémique fort et donc plus il fait monter votre taux de sucre rapidement dans le sang, à contrario d'un indice glycémique faible, donc plutôt proche de 0. Et donc là où il faut peu d'insuline, où il fait peu monter votre taux de sucre, faire attention à ces pics glycémiques parce que si ça monte fort, ça peut descendre fort derrière. Ok, on a un gain d'énergie assez rapide, mais derrière, sensation un petit peu
de coups de barre assez rapides parce que on fait un petit peu le yo-yo au niveau de notre indice glycémique. Donc attention à ça. Troisième, on continue à monter dans notre pyramide alimentaire. Et donc là, on a les céréales complètes et légumineuses. Et c'est bien précisé, céréales complètes, donc du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes. Alors moi, je suis pas un très grand fan des pâtes. J'en ai beaucoup mangé pendant ma jeunesse, hein, comme toute personne qui se met au sport. Le truc bateau lambda qu'on nous dit, il faut manger des pâtes, des pâtes. Je l'ai fait et j'en suis grandement revenu. Moi, ça ne me convient pas. Ça me met un énorme coup de barre derrière et ça me fatigue. Et j'ai donc appris pourquoi. Parce que les pâtes, c'est fait à base de blé. Le blé, ces dernières années, c'est pas le blé d'il y a 60, 70 ans, 80 ans, qui avait un indice glycémique pas aussi élevé que maintenant, où maintenant il est très concentré, il est même enrichi en gluten, etc. Enfin, le blé moderne a quand même été pas mal modifié avec les répercussions que ça peut avoir. En tout cas, moi, voilà, j'essaie de me baser maintenant au niveau de mon alimentation sur le plus proche de ce que la nature a voulu. Et dans la nature, a priori, ou alors je suis pas au courant, mais il n'y a pas de pâtier. Donc les pâtes, c'est déjà un produit transformé de base. Donc moi, je suis plus fan du riz complet. Et je vous invite à vous documenter sur le riz noir, qui a de hautes valeurs nutritionnelles. Le riz noir en Chine est aussi appelé le riz de l'empereur, car il était réservé exclusivement à l'empereur pour ses hautes valeurs nutritives. Il a des propriétés. Il est un petit peu plus long à cuire, mais il a de très bonnes propriétés nutritives, nutritionnelles, et il a surtout un très bon goût. Il a un très bon petit goût de noisette que moi, j'affectionne particulièrement. Et les légumineuses, les lentilles, les diverses lentilles, lentilles vertes, lentilles corail, lentilles beluga, pareil, les légumineuses, les pois cassés. On va aussi avoir le quinoa, tout ce qui peut être aussi un petit peu boulgour, etc. Céréales plutôt un peu anciennes, plus trop à la mode maintenant, mais qui sont vraiment plutôt pas mal. Et pareil, qui vont avoir un indice glycémique assez faible. Donc c'est plutôt bon, comme je le répète, faire attention à ces pics d'indice glycémique où le sucre va monter très rapidement et très haut dans le sang, et ce qui n'est pas forcément très bon, fait trop régulièrement, et c'est surtout sur le long terme. Ensuite, on monte. Alors, on arrive dans le lait, les produits laitiers, viande, poisson et œufs. Pour moi, en tout cas, et c'est mon avis, c'est le retour d'expérience personnelle et ce que j'ai longtemps entendu parler, ça va être au niveau du lait, à savoir que l'humain est le seul mammifère qui continue à boire du lait après son sevrage. Faire attention à ça, je sais qu'on entend beaucoup les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors c'est un bon slogan, c'est bien, c'est joli. On n'y adhère pas, chacun fait comme il veut. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Les sources de calcium, on peut les avoir dans les fruits, les légumes, notamment aussi on va les avoir dans les fruits secs, les amandes, les oléagineux, etc. Mais la source, dire que il nous faut du calcium et ça va provenir exclusivement des produits laitiers, peut-être pas. En tout cas, il y a d'autres sources de calcium. Les légumineuses aussi sont des sources de calcium et de fer. Il y a plein d'autres endroits où on peut tirer du calcium pour nos os, mais même s'il n'y a pas besoin que de calcium, il faut calcium, potassium, etc. Il y a d'autres choses qui constituent nos os. Hein. On va dire que quand on consomme du lait, et je suis français, donc j'aime le fromage, comme quasiment la totalité des Français. Pour moi, ce serait très dur, et ça a été très dur quand j'ai été végane d'arrêter de manger du fromage, et je sais ce que c'est. Après, il y en a qui veulent continuer dans cette voie-là, il n'y a aucun problème. Moi, j'en suis revenu, et je vous donne mon point de vue. Je ne bois pas de lait comme ça. Je préfère le lait de coco, voilà, ou la crème de coco quand je cuisine. J'adore cuisiner avec de la crème ou du lait de coco. Je préfère le goût. Et quand j'utilise de la crème, j'utilise de la bonne crème fermière, la plus concentrée possible. Quitte à en utiliser, autant en utiliser de la bonne, de la fermière. Surtout que j'ai eu des grands-parents maternels qui étaient agriculteurs où je les ai vus barater leur propre lait, faire leur propre crème, leur propre beurre, etc. Donc j'ai été habitué tout petit à du bon beurre ou de la bonne crème. Je le renie pas, hein, c'est bon, hein, mais ne pas trop en abuser, on va dire. Et en tout cas, pour les produits laitiers, quand on en consomme, et notamment quand on consomme du fromage, on va dire plutôt favoriser le lait de chèvre ou le lait de brebis
ou même quand vous buvez du lait, plutôt favoriser ce type de lait de chèvre ou lait de brebis, qui va être moins riche, moins concentré, parce que pour faire grandir un petit veau, pour que ça devienne une vache ou un taureau, il faut booster un peu la machine, donc c'est très riche, c'est très concentré, et ça le serait a priori peut-être un petit peu trop. Donc plutôt favoriser le lait de chèvre ou le lait de brebis qui est un peu plus digestible. Et quand on le consomme sous type de fromage, il a déjà été un petit peu ensemencé de ferments lactiques pour justement qu'il soit déjà un petit peu prédigéré. C'est le principe un petit peu du fromage, qui commence un petit peu à fermenter. Alors pas trop, ça vienne pas non plus trop rance. Le procédé du fromage, c'est un petit peu, d'une certaine manière, on pourrait imaginer, on amorçait un petit peu la digestion du lactose, qui est le principal sucre présent dans le lait. Le fait de manger du fromage, d'une certaine manière, un petit peu faciliter la digestion, mais c'est pareil, il faut pas abuser. La fameuse image, le bon fromage, le bon pain, le bon vin. Je vous le dis, je suis français, j'adhère à ce principe-là. J'ai connu ça toute mon enfance. Mon père était un grand mangeur de fromage, un grand consommateur de pain et de vin. J'ai pris un petit peu de recul à ce niveau-là. Je le fais de temps en temps, mais entre le faire occasionnellement et le faire quotidiennement, c'est pareil. C'est une question d'équilibre, en fait. Je vous dis pas d'arrêter. Vous avez le droit à un petit joker de temps en temps à ce niveau-là. Le dicton le dit, il faut savoir ne pas trop abuser des bonnes choses, on va dire. Et il semblerait même que les pays qui surconsomment des produits laitiers, notamment, moi j'avais vu des études avec la Hollande, qui est gros consommateur de produits laitiers, c'est aussi là où les femmes sont le plus sujets, bizarrement, à l'ostéoporose. Donc, il n'y a pas forcément non plus de corrélation entre une surconsommation de produits laitiers pour renforcer les os. Donc, faire attention avec cette idée reçue qui a été bien implantée. Les viandes. Alors, moi, j'en ai pas mangé pendant longtemps, pendant plus de 7 ans. J'ai pas eu l'impression d'être carencé. Je continue à manger un peu de poisson de temps en temps. Puis je pourrais vous dire plutôt de la viande blanche, du poulet, de l'agneau, du mouton, plutôt de la viande blanche. Évitez trop la viande rouge qui va être un petit peu trop riche, etc., trop grasse. Moi, je suis plus un consommateur, par exemple, de poisson. C'est plus maigre, c'est plus digestible pour notre organisme. C'est un peu plus facile à digérer. Présence d'iode dans tout ce qui vient un petit peu de la mer. C'est plutôt bien pour notre thyroïde. Notre glande thyroïdienne aime bien l'iode. Et elle a besoin d'un petit peu d'iode pour fonctionner. Et c'est pour ça que moi, j'ai une certaine appétence, en tout cas, pour tous les produits de la mer. Le poisson, les crustacés, etc. Et les œufs aussi, très bons produits. Plutôt favoriser des œufs de poules élevées en plein air, des œufs plutôt à tendance bio, pas trop surchargés en antibiotiques ou en produits autres, ou en tout cas des œufs dont les poules n'auraient pas vu beaucoup le jour, auraient été élevés en batterie. La valeur nutritionnelle, au même titre qu'une viande d'une espèce qui n'a pas vu beaucoup l'extérieur ou qui n'a même pas du tout vu l'extérieur, c'est sûr que les qualités nutritionnelles vont pas être les mêmes qu'un animal qui s'est développé dans un environnement qui lui correspondait le plus, avec les bons nutriments naturels que la nature a voulu, etc. Il semblerait qu'ils produisent pas la même chose et ça n'est pas les mêmes valeurs nutritionnelles pour les œufs, mais en tout cas, c'est une bonne source de protéines et aussi de bons lipides, de bons gras, etc. On a les 7 acides aminés essentiels, protéines. Elles sont un assemblage d'acides aminés qui sont les plus petits blocs constituant les protéines et il y en existe une vingtaine et donc il y en a 13 que l'organisme est capable de resynthétiser par rapport à ses propres tissus. Donc avec ce fameux principe d'autophagie et de nettoyage, de refabrication par rapport aux constituants déjà présents dans l'organisme. Et il y en a 8, les 8 fameux acides aminés essentiels que l'organisme n'est pas capable de refabriquer, de réutiliser, de recycler en fait. Et donc, il faut qu'il les ait de l'extérieur, tout simplement. Et dans les œufs, on les a tous. Donc, c'est plutôt pas mal. On remonte dans notre pyramide alimentaire et on arrive aux huiles, matières grasses, fruits oléagineux. Essayez de varier, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol, voilà, plutôt essayer de favoriser des huiles pareil, le moins transformées, le moins raffinées possible.
donc plutôt en première pression à froid, qui n'auront pas les mêmes valeurs nutritionnelles que les huiles en pression à chaud, qui coûteront peut-être un petit peu plus cher, mais c'est toujours pareil. On pourra peut-être en mettre moins pour avoir des meilleures valeurs nutritionnelles. Donc là, plutôt cette tendance de, avec moins, essayer de faire tout autant, voire même plus. Ce qu'il y a à savoir dans l'alimentation, c'est que les glucides, ce sont des sucres, simples ou complexes. Plus ils sont complexes, c'est plus un assemblage de molécules de plus en plus compliqué qui demande plus de travail et donc qui donne d'énergie sur le plus long terme pour l'organisme. Les lipides, les acides gras, qui pareil sont plus ou moins complexes à digérer, et à savoir que 1 gramme de graisse produit plus d'énergie qu'1 gramme de glucides, de sucre. Donc le gras est aussi une bonne source d'énergie. Votre cerveau est constitué 70% voire plus de graisse, donc le gras est nécessaire pour notre organisme. C'est vrai qu'il a été longtemps décrié au profit du sucre, qu'il soit complexe ou simple, mais c'est vrai que la tendance serait plutôt à revenir vers une alimentation. Alors c'est pareil, pas trop gras, mais c'est pareil, il y a du bon et du mauvais gras. Les lipides provenant des sources végétales, les huiles végétales, hein, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de tournesol, l'huile de colza sont des bonnes sources de graisse, comme la graisse de coco aussi. À contrario des graisses donc animales, qui surtout quand elles sont cuites, vont favoriser un petit peu le cholestérol dit mauvais. Donc faire attention aux graisses d'origine animale, notamment quand elles sont cuites, favoriser les graisses d'origine végétale, et notamment, par exemple, ce qui est très à la mode aussi maintenant, c'est l'avocat. Une bonne source de lipides d'origine végétale. Les fruits secs, les amandes, les noix de cajou, les noix de Grenoble, les noix du Brésil, etc., qui, pareil, vont être une bonne source de lipides, de bons lipides. Pour des petits encas, pour des petits coups de faim occasionnels, etc., ou pendant un effort, on n'a pas besoin d'en manger beaucoup pour être plutôt rassasié et qui, pareil, vont donner du fait d'être assez riche en lipides. Et donc, comme je vous l'ai dit, 1 gramme de lipides produit plus d'ATP, plus d'énergie que 1 gramme de glucides. Peut être aussi plus facilement stocké si on en mange en trop grande quantité. C'est pareil, il faut trouver un petit peu l'équilibre en fonction de sa physiologie, en fonction de son système digestif, en fonction de ses sensibilités propres. Retenez ceci, le gras, ce n'est pas forcément le mal. Il faut faire attention. C'est vrai que ça a souvent été mis en avant ces dernières décennies. Attention, le gras, c'est mauvais, le gras, c'est mauvais. Eh ben, le sucre, c'est pas très bon non plus, a priori. Pour finir notre pyramide, notre pointe de pyramide, douceur salée et sucrée et boissons riches en énergie. Faire attention avec tout ce qui va être un petit peu sucrerie, toutes ces douceurs salées ou sucrées, ou les boissons un petit peu trop riches en énergie, les sodas, les jus de fruits, etc. Ne pas les voir comme le mal à utiliser avec parcimonie, occasionnellement. Ne pas abuser de ces produits-là pour tout ce qui est l'aspect sucré. Alors moi, je vous donne mon expérience. Vous avez le sucre de coco qui est bien pour sucrer, pour remplacer un petit peu le saccharose et autres produits sucrants, parce que à savoir aussi, quand on dit 0 sucre, c'est que c'est remplacé par l'aspartame, et l'aspartame, c'est pas 0 sucre. Donc voilà, ça a d'autres effets néfastes pour l'organisme, et c'est toujours pareil, on aura peut-être les retombées que dans 15, 20 ou 30 ans. En tout cas, ce n'est pas produit naturellement par la nature. Et donc, moi, je m'en méfie de ces fameux sucres de synthèse qui permettent de pouvoir mettre sur votre étiquette 0 sucre ou les fameux produits zéro. Bon, moi, j'adhère pas. J'adhère pas au principe, mais pourquoi pas après, hein. Chacun est libre de penser un petit et d'ajuster à sa manière. En tout cas, moi, voilà, quand je sucre, alors sucre de coco, j'en ai pas chez moi, mais je sais que c'est très bien. J'ai du sirop d'agave, le sirop d'érable que je trouve très bon, surtout pour ce petit côté un petit peu caramélisé. Et surtout, mon produit star pour moi, chez moi, pour sucrer, c'est le miel. Moi, je suis un grand fan de miel et de tous les produits dérivés de la ruche. Un professeur qui en parlera bien mieux que moi, c'est le professeur Joyeux, qui est aussi un grand fan de produits de la ruche, et il fait des belles conférences là-dessus, il explique bien. En tout cas, pour vous dire brièvement, le miel est un produit incroyable. Ça fait partie des rares produits impérissables où on a retrouvé dans certaines pyramides en Égypte des miels vieux de plus de 5000 ans.
et qui, à l'étude au niveau microscopique, étaient toujours viables à la consommation. Alors, ils avaient sûrement perdu en nutriments, etc., mais ils n'étaient pas moisis et ils étaient toujours potentiellement consommables. Donc voilà, le miel fait partie des produits impérissables et il y a d'autres produits incroyables produits par les abeilles. Ça va être la gelée royale notamment, hein, qui est un autre produit incroyable et on peut se faire des cures de gelée royale notamment en automne qui va un petit peu stimuler notre système immunitaire. Un autre principe qui rentre en compte là exactement aussi dans l'épigénétique, c'est que qu'est-ce qui différencie une abeille simple d'une reine? Eh ben, c'est que la reine, elle va manger exclusivement de la gelée royale. Là, ça fait bien aussi montrer en avant, en tout cas, ce principe de, en fonction de ce qu'on mange, on va peut-être pas être la même chose. Une abeille ouvrière ou une abeille classique, parce que pareil, dans la ruche, tout est bien codifié, chacun a son petit rang, chacun joue son rôle et joue la partition dans laquelle il est prévu et il est le meilleur. Les reines sont nourries exclusivement de gelée royale. Ça rentre bien dans les principes d'épigénétique et c'est pour ça que je me permets de vous donner un petit peu cette anecdote. Et en tout cas, sachez que le miel, produit incroyable, vous pouvez y aller, un indice glycémique plutôt faible, donc pareil, un haut pouvoir sucrant, on peut en mettre partout, moi j'en mets dans mon café ou dans mon thé, je cuisine avec du miel, j'ai tendance à sucrer exclusivement au miel et je trouve que c'est un super produit. En plus, les abeilles, on en a besoin pour polliniser. Elles sont responsables de beaucoup de choses, donc consommer du miel, ça va faire vivre nos apiculteurs, ça va obliger à continuer à produire des ruches, à avoir des abeilles, etc. Dans les hôpitaux spécialisés pour les grands brûlés aussi maintenant, beaucoup utilisent en tout cas le miel, notamment le miel de thym, parce que le miel va être déjà naturellement antiseptique. Le miel a plusieurs bénéfices au niveau de la peau, en plus d'être très bon pour la santé en ingestion, il est aussi très bon pour la santé en cutanée. Il va être anticoagulant, cicatrisant, désinfectant. Il a énormément, je crois que c'est 6 ou 7 bénéfices au niveau de la peau. Voilà, le miel étant naturellement antiseptique de base, la Rolls-Royce, on va dire, le haut de gamme des miels à appliquer en cutané quand on a des problèmes de peau, de brûlure, etc. pour aider à la cicatrisation au niveau cutané, ça va être le miel de thym parce qu'en plus, le thym est lui aussi un antiseptique naturel. Donc, miel antiseptique plus thym antiseptique, on a un double effet antiseptique au niveau d'une plaie, même si elle est encore sanguinolente, suintante. Je vous dis, le miel a un effet coagulant naturel, donc ça va aider à favoriser la coagulation au niveau de la plaie. Et en plus, ça va avoir un effet antiseptique. Donc, vraiment, le miel est donc dans certains hôpitaux spécialisés dans les grands brûlés. Maintenant, on utilise le miel principalement pour faire les cataplasmes, pour aider à la cicatrisation. Et en plus, vous le verrez maintenant dans les gammes de crèmes de luxe un petit peu cicatrisantes, etc. Vous verrez un des premiers ingrédients, c'est le miel, ou si c'est pas le premier ingrédient, c'est le deuxième ingrédient, parce que le miel a des vertus magnifiques au niveau cicatrisation cutanée. Le miel, allez-y, foncez. Alors c'est pareil, toujours le bon miel, hein, pas le miel qui malheureusement maintenant peut être fabriqué de synthèse. Hein, on peut faire du miel artificiel en prenant du sucre, mais alors là qui n'a rien à voir avec le vrai miel produit par nos bonnes amies abeilles. Donc essayez de faire attention à leur provenance. Prenez du miel de qualité d'un apiculteur de votre région ou proche de chez vous, etc. On en trouve assez facilement, surtout en France. C'était la petite aparté de cette vidéo. En tout cas, voilà pour cette vidéo sur la pyramide alimentaire. C'est ma vision de l'alimentation maintenant. J'ai plus trop envie de rentrer dans des régimes particuliers. Essayez de connaître certains principes, les ajuster à votre physiologie, à votre sensibilité, à votre personnalité qui est propre. Faites-vous checker aussi à différents niveaux. Faites une prise de sang, pourquoi pas, pour voir déjà où est-ce que vous en êtes au niveau bilan sanguin, pour déjà avoir des grandes lignes. Voyez avec un énergéticien ou tout autre domaine, acupuncteur. Voilà, en médecine orientale, on va dire en France, tout ce qui va être médecine parallèle, autre que la médecine occidentale traditionnelle, allopathique et chirurgicale, qui n'est pas à remettre en cause, hein, qui a ses compétences, il n'y a pas de souci. En médecine dite parallèle, donc plutôt ayurvédique,
acupuncture énergétique, etc. On a des moyens, on a des méthodes, on sait un petit peu chacun dans son domaine pour aller voir un petit peu votre système digestif et voir un petit peu là où ça pêche, là on peut remonter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être bon à faire. Donc à vous de voir que vous voulez expérimenter ou pas. Vous avez ma vision de l'alimentation et maintenant, à vous d'expérimenter, à vous de continuer à vous renseigner, à vous de trouver vos habitudes alimentaires, quelque chose qui n'est pas contraignant dans votre quotidien, quelque chose que vous pouvez faire facilement, quelque chose que vous pouvez cuisiner. Partez pas dans des choses trop compliquées. On n'a pas besoin d'avoir des assiettes Instagram au quotidien, ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit bon, que ça vous plaise, que ce soit pas trop compliqué, le moins compliqué possible, que ça vous prenne le moins de temps. Je sais bien, des contraintes de temps, comme tout le monde, et on y est tous sujets. Prenez l'habitude de cuisiner. Faites attention aussi, ne partez pas dans des repas trop compliqués avec trop de choses, parce que à savoir, par exemple, autre petite chose que je vous partage, c'est que quand on mélange trop de types d'aliments différents, trop de types de nutriments différents, glucides, lipides, protéines pour les principaux. Par exemple, les glucides et les protéines n'aiment pas trop être mélangés ensemble parce que les glucides peuvent être plus ou moins complexes à digérer, donc demander un certain effort digestif, et les protéines aussi demandent un effort digestif. Donc là, vous faites un double combo quand vous faites glucides, protéines dans le même repas, c'est que ça va vous demander un certain effort digestif. Donc plutôt faire légumes, glucides ou faire légumes, protéines. Donc faire attention un petit peu à cet aspect féculent et protéines qui va être un petit peu plus complexe, demander plus d'énergie à digérer. Donc ayez tendance plutôt à faire légumes féculents ou légumes protéines et éviter de faire protéines féculents parce que les deux associés demandent beaucoup d'énergie. Petit aparté que je me permets aussi de vous partager dans cette vidéo. Mais après, pareil, renseignez-vous, documentez-vous, expérimentez, voyez par vous-même et peut-être que vous verrez que pour vous aussi également, ce sera plus facile à digérer quand on évite de trop mélanger différents aliments dans son assiette et qu'on essaie de se concentrer sur un ou deux aliments différents maximum pour faciliter un petit peu la digestion. Et c'est pour ça, à chaque repas, essayez de varier, essayez de changer, essayez de diversifier votre alimentation. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon rééquilibrage alimentaire et un bon rééquilibrage tout court. À bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.